Pour débattre de cette actualité que nous avons sélectionnée dans Smart Tech, j'ai convié Bernard Benamou. Bonjour Bernard. Bonjour. Secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. À vos côtés, Éric Lequelennec, avocat associé. Bonjour Éric, spécialiste évidemment en droit du numérique chez Simons & Simons. Et Henri Dagrin. Bonjour Henri, délégué général du SIGREF. Je vous propose qu'on démarre tout de suite parce que je sais que le temps passe très vite avec vous. Avec ce sujet, la redevance pour copie privée qui pourrait arriver sur les ordinateurs. On va rappeler quand même cette redevance qui a été créée il y a bien longtemps, en 1985, pour répondre à ces usages dans le domaine privé, autour des copies que nous faisons des œuvres culturelles et qui se développe évidemment grandement avec le numérique. Donc cette copie privée, elle n'a fait que grossir, que grandir, et là, elle pourrait arriver sur les ordinateurs. Est-ce que vous dites là, stop, c'est trop ? Ou au contraire, oui, il est temps évidemment, de passer à cette redevance sur les ordinateurs. Qui veut démarrer ? Henri. Je veux bien, Delphine. Cette copie, cette redevance sur la copie privée, ce que l'on constate, c'est que les ayants droit, au sein de la commission qui gère ce sujet, n'ont fait au cours du temps que rajouter les différents procédés qui permettent éventuellement de copier des œuvres, sans jamais prendre en compte l'évolution des usages. Or, aujourd'hui, si on prend par exemple la musique, la consommation de musique se fait maintenant essentiellement par du streaming, donc avec des ayants droit qui sont rémunérés par les plateformes, et plus du tout par qui aujourd'hui copie un morceau de musique sur un device, sur un équipement. Et donc, il est assez légitime, me semble-t-il, de la part de l'industrie des équipements, de demander à ce qu'il y ait un rééquilibrage, en tous les cas, des études régulières qui soient faites pour contrôler la façon dont les œuvres qui relèvent des ayants droit, pour lesquelles les ayants droit peuvent prétendre une rémunération, sont effectivement copiées sur des supports numériques. D'autant que Copie France, qui est en charge de la collecte, a récolté à peu près 300 millions d'euros en 2021. C'est une somme considérable si on compare par ce qui fait juste autour de nous en Europe. Donc bon, voilà, ça c'est un premier point qui est discuté. Et puis ensuite, on a la Fédération française des télécoms qui effectivement dénonce la manière dont sont réalisées les études d'usage. Donc vous êtes tous en phase avec ça. Surtout. Ouais. C'est surtout ça le problème. On peut être qu'en phase, surtout qu'en réalité, ce projet de taxe n'a rien d'innovant. On ressort du placard ce qu'on a appelé la taxe TASCA en 2001. Oui. Qui justement a été écarté à l'époque parce qu'on avait pu considérer qu'un ordinateur portable, ça servait aussi à chercher un emploi, à faire des démarches administratives. Au demeurant d'ailleurs, c'est source d'économie à hauteur de plusieurs milliards d'euros pour l'administration publique en France. Et que finalement, c'était finalement un seul usage qu'on pénalisait, lié à la sphère privée, et qu'il s'agissait effectivement de ne pas appliquer cette taxe à l'époque. On y revient maintenant. Parce qu'il y a aussi de nouvelles formes de piratage. Voilà, c'est aussi via quand même son ordinateur portable qu'on va accéder aux grandes plateformes cloud, lesquelles sont censées mettre en place, c'est vrai, des filtrages qui ne sont pas toujours très effectifs. Et à ce titre, finalement, les ayants droit souhaitent recouvrer des sommes complémentaires. Sachez quand même qu'en novembre 2021, cette taxe a déjà été étendue aux appareils reconditionnés, ce qui, d'un point de vue pour la protection de l'environnement, est quand même assez dommageable. Et d'ailleurs, là, on parle des ordinateurs neufs et reconditionnés également, qui seraient touchés par cet élargissement. Il est clair qu'il y a et il y aura, puisque là on a parlé de l'existant, comme le rappelait Henri et comme le rappelait monsieur, mais il y aura effectivement des problèmes nouveaux autour effectivement du partage de la valeur, de la rémunération effectivement des artistes. On pense en particulier à l'intelligence artificielle et toutes sortes effectivement de débats qui devront exister. Et là-dessus effectivement on a toujours un décalage entre les technologies et évidemment tout à l'heure il était question du décalage avec les usages. Mais il est évident qu'il y aura aussi un décalage par rapport aux technologies dans les temps à venir. Et donc c'est vrai que, pour revenir, puisqu'on reparlait effectivement de l'histoire des fonds baptismaux de ces redevances, l'idée était évidemment d'une juste rémunération effectivement de la création et de la propriété intellectuelle. L'idée pour l'avenir,
c'est évidemment d'éviter que les créateurs, au sens large, ne deviennent la variable d'ajustement des modèles économiques des grandes plateformes, et en particulier maintenant, essentiellement entre Google et Microsoft. Est-ce que c'est la bonne réponse pour adresser le sujet de la rémunération aujourd'hui des artistes ? J'ai souvenir d'une discussion enflammée que j'avais eue à Sciences Po avec un certain Pascal Nègre, l'un des grands acteurs dans ces domaines autour de la musique. Et effectivement, je me souviens, on était avant Adopi, oui, c'était loin. Et je me souviens que lui disait, mais il faut favoriser les offres légales. Aujourd'hui, malheureusement, les offres légales existent, elles ne sont pas européennes. Et pour l'essentiel, effectivement... quand même, on a Spotify. Un peu Spotify, un peu. Mais en volume, je pense effectivement que derrière les très gros, je pense qu'ils sont derrière. Mais fondamentalement... et on pourrait même dire que Spotify, pour beaucoup, ce sont des investisseurs qui ne sont pas européens. Mais ça, c'est encore autre chose. Je peux dire Deezer aussi. J'ai oublié quand même Deezer. Et puis, le troisième m'échappe. Aujourd'hui, c'est Apple Music. C'est pas un majeur, le troisième. Ça me reviendra, le pauvre. Qobuz. Oui, Qobuz, c'est YouTube aussi pour effectivement la musique qui est de plus en plus. Oui. Et donc, fondamentalement, je crois qu'effectivement, il y a une vraie réflexion de fond sur une façon d'agir de manière préemptive et non pas simplement de façon réactive. Or, j'ai peur, au vu évidemment de la redistribution dans ces domaines, qu'il y ait eu souvent, et c'est le cas pour cette redevance, mais ça a été le cas, je dirais, depuis 20 ans, qui est souvent une action réactive plus qu'une réflexion de fond sur les évolutions en cours. Et donc l'avocat aussi pense que c'est pas la bonne réponse, la copie privée, pour adresser le sujet de la rémunération des artistes aujourd'hui à l'ère du numérique ? Ça nous enferme dans des modèles économiques anciens. Et on ne va pas justement pousser la réflexion vers les nouveaux modèles d'affaires. On a parlé de l'audience et de sa mesure et donc de sa valorisation, ce qui me fait penser aussi à une époque aux discussions autour de la taxe Google, qui, par rapport à la publicité en ligne, aurait justifié qu'on aille plus loin et réellement qu'on place finalement l'imposition au bon niveau. Là, ce qu'on peut regretter aussi dans le dispositif qu'on est en train d'étendre, c'est qu'on a des problèmes finalement d'inflation et que c'est encore une fois le consommateur qui va trinquer entre guillemets. Oui. Ouais, attention aux manchettes font du bruit. Ah, pardon. Oh, oui. Oui, et puis je crois qu'il y a un des sujets, c'est quand même cette schizophrénie entre, d'un côté, la rémunération des auteurs et de leurs ayants droit à partir d'un support, mais qui décorrèle complètement de la réalité de la consommation des œuvres. Oui. Et ça, je pense que c'est un sujet également qu'il faut que l'on aborde, parce que les artistes eux-mêmes, eh bien, à mon sens, enfin en tous les cas, si j'étais un artiste, je ne m'y retrouverais pas. Oui. Je ne m'y retrouverai pas. Allez, on enchaîne avec notre deuxième sujet. Là, c'est Laurent Wauquiez qui estime qu'il est temps d'expérimenter la reconnaissance faciale aux abords du lycée. Évidemment, c'est une déclaration qu'il a faite aux Parisiens après l'attaque d'Arras qui a valu l'assassinat d'un professeur, Dominique Bernard. Alors, il demande donc pour cela au gouvernement de modifier la loi, parce que, Éric Le Guenec, vous confirmez, aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser, cette reconnaissance faciale, dans le domaine public. Alors, dans le domaine public, non. En matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, il peut y avoir des aménagements d'exception, mais extrêmement limités, encadrés, et qui doivent d'ailleurs faire l'objet, finalement, d'un avis préalable de la CNIL, dont on sait qu'elle prétend être le garant du pacte républicain et ne peut octroyer ces dérogations que de manière très exceptionnelle, après ce qu'on appelle une analyse d'impact, où tous les risques par rapport aux droits et libertés des personnes doivent être très concrètement évalués. Donc c'est quand même des hypothèses tellement étroites que la CNIL avait même refusé, par exemple, il y a 2 ans, donc l'autoriser, le contrôle, vous savez, d'accès au stade, aux interdits de stade, par la reconnaissance finalement évidemment faciale, ce qui aurait pourtant simplifié la mise en œuvre d'un tel contrôle reposant lui-même sur une base légale solide. On voit que ça reste quand même très étroit, très compliqué, et même, je voudrais élargir un tout petit peu sur ce qu'on appelle la surveillance auditive. Donc, on peut avoir des micros associés à des caméras. Rien que ça, la CNIL est très réticente. Alors, pour en arriver à la reconnaissance faciale, on voit que le chemin est semé d'embûches juridiquement. Mais ça voudrait dire quoi aussi? Si on imagine qu'on installe ce type de solution, de système, ça voudrait dire qu'il faudrait scanner l'ensemble des élèves qui vont rentrer dans les lycées? Non, enfin, si j'ai bien compris la proposition, il s'agit juste d'avoir un fichier avec l'empreinte faciale des
ce qui est demandé en tous les cas, des fichiers S, oui. Des fichiers S pour terrorisme, parce qu'en plus, il y a... Oui, mais enfin, fichiers ça veut S, dire que beaucoup par de choses. défaut, la caméra, quand même, va capter Ah oui, l'ensemble des ben oui, visages. pas nécessairement branché en permanence. Oui, mais Ah oui. ça ne veut pas dire qu'elle Ça va... veut dire qu'on va l'utiliser. Oui. Non, est-ce que la Moi, je question suis que plutôt l'on réservé sur le la sujet. question que l'on En tout peut cas, se poser, c'est sommes-nous en train de rentrer dans Minority Report? Un peu. Est-ce que les... Pour l'instant, le gouvernement n'a pas dit oui. Non, On bien n'est sûr, pas en train de mais modifier la loi. il est clair que lorsqu'il est question de sécurité nationale, on sait très bien que les arguments que peuvent opposer, parce qu'il faut avoir en tête que lorsqu'il est question de sécurité nationale, il n'y a pas comment dire, j'allais dire de double check, j'allais dire de revérification européenne, c'est-à-dire que c'est du domaine, c'est le cas de le dire, souverain des États. Et réfléchissons à ce qui risque de se passer pour les JO. On sait très bien qu'il a été question, évidemment, de mettre en place des dispositifs de ce genre dans le cadre des JO. Donc il n'y aura pas de reconnaissance faciale. En revanche, on a accepté l'utilisation de caméras dites intelligentes, Ce qui veut dire un peu la même chose. augmentées, Non, donc c'est pour pas tout à fait repérer pareil. les Algorithmiques. mouvements. Voilà, des caméras algorithmiques pour Ouais. repérer les mouvements de foule. Oui, alors ça voilà. s'appelle c'est l'analyse vachement bien, comportementale telle que nos amis chinois la pratiquent abondamment au travers de l'ensemble de leurs millions de caméras sur le territoire chinois. Mais sans reconnaissance faciale. Mais il n'est pas dit, et il n'est pas impossible d'imaginer qu'une évolution en cas effectivement de durcissement de la situation sécuritaire, ce qui malheureusement, qu'à Dieu ne plaise vu la période, Oui. n'est pas une chose qu'on peut écarter du revers de la main, ça fait partie des choses dans lesquelles nous devons effectivement être vigilants, parce que c'est le profil de l'activité sociale dans nos sociétés qui serait modifié. Oui. Et donc, là-dessus, la vision qu'avait un Eric Schmidt qui disait la vie privée, c'est une chose du Ça passé. n'existe plus. Si vous ne voulez pas qu'une chose se sache, vous n'avez qu'à pas la faire. C'est une vision qui rejoint terriblement les visions des dictatures. Henri Dagrin, ça vous inquiète également? Alors, bon, moi, c'est pas une question d'inquiétude ou de crainte à titre personnel, mais je ne suis pas certain que nous voulions d'une société dans laquelle il y a ce type d'intrusion des technologies numériques dans notre capacité à vivre de manière libre et non surveillée. On y arrivera peut-être parce que à un moment donné, la demande sociale sera plus forte. C'est pas quelque chose qu'il faut écarter, mais à titre personnel, et j'estime que dans nos sociétés démocratiques, libérales, nous devons pouvoir vivre de manière sereine sans être en permanence surveillés par l'ensemble d'un système électronique. Enfin, c'est... Mais c'est expérimenté dans d'autres pays Bien aussi. sûr. Eh ben, Il y justement, a à cette commencer pression par le UK. internationale. Ouais. Absolument. Je voulais UK. dire avec l'expérience à Victoria Non, mais Station, une des gares les plus fréquentées de Londres, eh bien, la Metropolitan Police là-bas a dû renoncer à son expérimentation parce que justement, il y avait quand même des taux d'erreur très importants, Oui, en plus. au-delà des 20%. 20%. Oui, au-delà des 20%. Et certains activistes, d'ailleurs, disaient que c'était même 70% d'erreur. Donc là, effectivement, c'est peut-être exagéré. En tous les cas, l'expérience a tourné court. Et on voit bien que la CNIL est d'autant plus vigilante et réticente qu'avec le précédent Clearview, qu'elle avait pu sanctionner très, on va dire, sévèrement, il y avait aussi des questions de référentiel et notamment de collecte des photographies des individus par le dispositif lui-même en lien et en comparaison avec notamment d'autres sources et en l'occurrence les réseaux sociaux qui posent des questions de légitimité de la source de la donnée. Oui, Henri. Ouais, mais n'ayez aucun doute. Hein. Alors là, la technologie fera les évolutions nécessaires Bien sûr. pour résoudre ces problèmes. Les 20% de taux d'erreur seront 2% dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, seront de 0,2% dans 10 ans, dans 15 ans. N'ayez aucun doute là-dessus. Et c'est ça, mais qui alors, est dangereux d'ailleurs, hein, oui. c'est de se dire « Ah, mais c'est tellement performant, c'est tellement fiable qu'on ne va pas se tromper. » On rappellera quand même qu'aux États-Unis, de nombreuses personnes ont été arrêtées à tort parce que reconnues, en particulier. Oui, mais hier... On remarquera que les personnes noires ont un taux de reconnaissance qui est beaucoup moins efficace que les personnes dites caucasiennes, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas, c'est-à-dire les blancs. Et donc là-dessus, je pense que les biais qui peuvent porter dramatiquement préjudice aux personnes sont des choses qu'on doit surveiller. Alors là, c'est un peu différent puisqu'il aurait été question des fichiers Ouais, S. mais alors là, tout ça, ça dit, en gros, ah bah oui, mais il faut expérimenter pour pouvoir corriger, pour prendre les bonnes décisions. Nous avons déjà d'énormes moyens de surveillance des gens, on l'oublie. Le téléphone, qui est un outil de traçage extraordinairement efficace, de bornage, de géolocalisation. Les Donc, fadettes. Voilà, donc il ne faut pas penser qu'on est totalement démunis. De même, je sais que ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Et puis, c'est mais- pas une baguette magique Bien sûr. non plus. Ah non. Voilà, bon. Mais les autorités de police partout dans le monde réclament
à corps et à cri ces derniers temps des portes dérobées dans nos téléphones, c'est aussi une chose qui revient périodiquement, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et c'est une chose qui est, elle aussi, très inquiétante si elle devait être mise en œuvre. Absolument. Les 10 ans de la French Tech. Je ne sais pas si vous êtes allé célébrer l'événement. Donc, on rappelle que cette mission French Tech, c'est une mission de l'État qui est chargée de soutenir notre écosystème de start-up françaises, rattachée à la DGE, à la Direction Générale des Entreprises, au sein du ministère de l'Économie. Quel regard vous portez, vous, 10 ans après la naissance de cette French Tech ? Alors, je vais peut-être commencer. Bernard. Parce que j'étais là, au niveau des cabinets ministériels, lorsque la chose a été créée, à l'époque, effectivement, il y a une dizaine d'années. Et Dieu sait que l'idée est séduisante, c'est-à-dire effectivement créer un label, faire en sorte effectivement d'aider les entreprises dans ces domaines. Mais là, je vais me permettre d'être un peu plus critique. Je crois que le résultat n'est pas à la hauteur des espérances telles qu'elles avaient été suscitées au tout départ. C'est-à-dire qu'on a un très bel écosystème, magnifique écosystème de start-up et de PME dans le domaine numérique. Nous n'avons pas, et ça je pense que c'est un nous collectif, nous n'avons pas réussi à transformer l'essai pour faire en sorte qu'elle ne reste pas start-up ou qu'elle ne soit pas rachetée, comme ça a été trop souvent le cas pour les plus prometteuses d'entre elles, par des intérêts américains en grande partie. Et je crois effectivement qu'on a fini par perdre l'objectif. L'objectif, c'est pas de se dire nous avons un énorme tissu de start-up, c'est de faire émerger des champions de demain. Et là-dessus, puisqu'on parlait effectivement de oui, mais alors là-dessus, il faut de l'investissement, notamment. Pas que, il faut de la commande publique. Et là-dessus, l'État n'a pas joué son rôle. Je suis un ardent défenseur du renforcement de la commande publique au travers de ce qu'on appelle le Small Business Act. Il se trouve que c'est un serpent de mer. Moi, je suis avocat de ça depuis 10 ans. Et je sais effectivement qu'on commence à en reparler au niveau européen, mais avec grande réticence de la part des grands groupes et évidemment de nos interlocuteurs américains. Mais il faut imiter, c'est le cas de le dire dans ce cas-là, l'Amérique, qu'il a fait depuis, je rappelle, 1953. Donc, vous avez raison, Bernard, mais j'ai essayé d'amener une habile transition vers l'annonce faite par le ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, à l'occasion de ses 10 ans, qui a dit, en plus, je vais arriver avec un cadeau, ce sont des avantages fiscaux. Ouais. La French Tech, aujourd'hui, c'est effectivement 10 ans. 10 ans où on a fait des erreurs, on a beaucoup appris. Notamment, et c'est là où moi je peux m'exprimer, c'est sur les relations entre les grands groupes et les start-up, où il y a eu des relations au début qu'on pourrait qualifier bien souvent de toxiques, où effectivement, et pas que de la part des grands groupes, mais également de la part des start-up, et ça a tué beaucoup de belles initiatives, parce que cette relation entre start-up et grands groupes n'était pas toujours abordée par le bon côté et pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, je crois qu'on est revenu à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Et d'ailleurs, ça fait partie du dispositif qui a été lancé au moment du salon... de Vivatech ? De Vivatech, voilà. Ouais. Je choisis la French Tech, qui est un dispositif sur lequel le CIGREF s'est engagé, mais comme beaucoup d'autres organisations, en partant du constat que une start-up, elle a besoin de financement, certes. Et la première chose qui l'a fait vivre, la raison profonde qui fait que c'est un succès, c'est quand elle a des clients. Et, oui. Et les start-up qui crament du cash sans clients, uniquement avec des promesses, c'est le plus délétère pour l'ensemble de l'écosystème. L'excellent député Philippe Latombe a eu l'occasion dans son rapport sur la souveraineté de dire que 1 euro d'achat, ça équivaut en termes de modèle économique pour une start-up à 7 ou 8 euros de subvention. C'est donc structurant, efficace, et là-dessus, je le rappelle, la commande publique joue et doit jouer son rôle, elle ne le joue pas. Alors là, il y a l'arrivée aussi d'un nouveau site internet pour ces 10 ans de la French Tech qui doit nous donner un peu plus de lisibilité sur l'action publique. C'est vrai qu'on en a besoin quand même. Mais la transparence ne suffira pas. Il faut aller bien au-delà vers l'obligation, ce qui se passe aux États-Unis. C'est un pas en tout cas. Bernard a tout à fait raison. L'action publique, une politique publique, c'est au moins 3 leviers qui doivent être actionnés de manière très harmonieuse. Les 3 leviers dont dispose le pouvoir politique, c'est bien sûr le réglementaire, et notamment la fiscalité en fait partie, c'est le financement, l'investissement public, la BPI France pour ça fait son travail. Fait vachement bien son travail, et le 3e levier, c'est la commande publique. Le bras il faut que ces trois leviers soient articulés de manière harmonieuse. Un chiffre, aux États-Unis, 26% de la commande publique fédérale est attribuée à des PME. Si nous en sommes à plus de 10% en France, je serais extraordinairement étonné.
Je voudrais quand même ajouter Eric. que pour les startups que j'ai la chance d'accompagner, voilà, être dans le mouvement de la French Tech, c'est quand même bénéficier d'un relais d'image et de notoriété Sûr. non négligeable, y compris à l'international. J'étais moi-même à Singapour, et il y a une délégation très dynamique. Et à tout point de vue, on voit bien quand même que, y compris dans la valorisation de ces structures, eh bien, c'est aussi une marque non seulement de fabrique, mais aussi un gage de qualité d'avoir eu cet accompagnement tout particulièrement. Oui, on peut dire quand même aussi un mot parce que cet anniversaire s'est accompagné d'autres événements justement à l'international et Dramatique. on a 500 entrepreneurs French Tech justement qui ont manifesté leur soutien avec ce qu'ils appellent la Startup Nation. Hein. C'est une inspiration en matière d'innovation aujourd'hui Israël. Donc voilà, cet appel qui a été lancé, un appel aux dons et puis à aider les populations de quelque façon que ce soit. On enchaîne avec l'actualité autour de X. Je l'ai décrite comme chaotique. J'ai eu du mal à tout lister, mais enfin, on va commencer par cette question. Est-ce que X pourrait bloquer son service en Europe? Est-ce que vous y croyez à cette hypothèse? Alors, je vais vous poser une question. Si X s'arrête demain, En Europe ou partout? s'arrête demain, Ah bah ouais, parce que ça fait non, une différence. Disons, allez, en Europe. Ok. Qu'est-ce qui se passe? 24 heures de gros chagrin, et puis rien du tout. Bien sûr. Je suis convaincu qu'il ne se passera rien. Oui, d'ailleurs, on est à la veille du No Twitter Day, pour ceux qui souhaiteront Alors, quand on sera diffusé, ce sera déjà passé. Ah, pardon. Donc, je ne sais pas. Je suis désolé. Bah non, mais c'est important de le dire. Je ne sais pas si ce sera très suivi ou pas. On Est-ce verra. que vous allez faire la grève du tweet, par exemple, Oui, autour de bon, cette ça table? ne me coûtera pas grand-chose, j'en fais très peu. Donc Même chose. la question n'est pas là. Non, Donc, mais- vous vous dites que ça ne change rien Non. si Moi, je dis- Elon Musk décide de Non, d'abord, fermer il le ne robinet fera- en Europe? Il ne le fera jamais, parce Il le que fera pas. ce serait un signal désastreux envoyé à ses investisseurs. Malgré tout, il y est malgré tout sensible, après avoir dépensé 42 milliards. Et donc, par définition, je crois qu'il ne le fera pas. Mais les menaces, ou en tout cas les lettres, les injonctions qui lui ont été envoyées par Thierry Breton, qui s'exprimait encore ce matin, enfin, qui s'est exprimé il y a quelques jours, Jeudi, on peut le dire. Ouais, donc. ne lui ont manifestement pas fait de grands effets, puisqu'il lui a répondu c'est à vous de me dire ce que je fais pas bien. Sous-entendu, en gros, ça s'appelle renverser la charge de la preuve, pour ce qui est des juristes. Donc, par définition, je crois qu'il est dans une telle logique, qui est une logique de pouvoir politique, qui est une logique d'affirmation idéologique, qui n'est plus une logique business, puisqu'on le voit bien, les financeurs, et en particulier les annonceurs, commencent à se méfier de l'image qui pourrait leur être accolée si effectivement ils continuent à investir dans cette plateforme. Donc je crois qu'on est là face à un activisme politique auquel doit répondre une réaction de la puissance publique européenne sur le mode « si vous ne faites pas les choses, nous vous sanctionnerons ». L'idée n'est pas de le couper. L'idée, c'est de le sanctionner. Et je pense que si on tape au portefeuille, il y a un moment où tout milliardaire qu'il soit, se prétendant financer ou racheter quasiment Wikipédia parce qu'il trouvait que Wikipédia, ce n'était pas bien, tout C'est-à-dire qu'il part un peu dans tous les sens aussi. Non, C'est je j'ai pense du qu'il mal est devenu- à dresser la liste il des est sujets devenu autour de lui. toxique. Mais il est devenu toxique, ok. Cela dit, j'ai quand même envie d'apporter un éclairage autour du DSA, puisque Oui. ce règlement européen ne fait pas peur qu'à X et Elon Musk. Hein. On a aussi Mark Facebook. Zuckerberg qui a décidé de ne pas lancer son réseau social en Europe. Parce que Pour les l'instant. actions encourues, justement, vont au-delà de celles du RGPD. Le sûr. RGPD, c'est 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Le DSA, c'est quand même 6%. Et vous ajoutez, même si, quand tout va bien, que ces grandes plateformes vont payer. Alors, on ne sait pas très bien si c'est un impôt ou une redevance, ou en tous les cas, ils devront payer 0,05% de leur chiffre d'affaires annuel mondial d'ores et déjà pour avoir la chance d'être supervisés par la Commission européenne. Donc, se retrouver dans un modèle comme ça d'économie dirigée d'une certaine manière avec des contraintes très fortes, je Alors reprends là, leurs là, termes, je crains- en termes de modération je de crains de contenu, voir c'est effectivement- trop leur demander, semble-t-il. Non, 0,05%, soyons très clairs, ça fait psychologiquement un peu mal, mais pas en termes de bilan. Et de surcroît, il faut quand même rappeler que DSA, DMA et peut-être d'autres textes à venir, ça ne s'adressent qu'à des très très grandes plateformes. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas au tout venant, on Bah, s'adresse... disons que nous, ça ne nous gêne pas beaucoup, Européens, parce qu'on n'en a pas de grande plateforme. C'est bien, j'allais donc, dire, tout le problème est là. oui. Tout le problème est là. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'être défensifs. Tout à l'heure, nous rejoignions avec Henri sur la nécessité d'une politique industrielle offensive, ce qui n'est pas le cas en Europe et surtout pas en France. Je pense qu'il est temps
d'arrêter de se lamenter de Mais notre cette absence. ultra-régulation, elle pénalise aussi Non. parfois l'écosystème. Là, Non, on n'est pas elle pénalise les concerné. gros. Quel Mais écosystème parfois, on Les l'est. gros. Bah, nous, l'écosystème numérique, Non. il existe quand même. Non, mais d'accord, mais la régulation de X va vous pénaliser. Ah non, c'est pas ce que je dis. Ah oui. Non, je dis Non, qu'aujourd'hui... c'était l'argument, et les- il n'est pas juste, puisque justement, Non, il y je a un dis seuil. qu'aujourd'hui, Il y a un- il y a un taquet. les plateformes manifestent quand même une certaine inquiétude vis-à-vis de ces règlements très restrictifs aujourd'hui Bien sûr. en Europe. Et que sur d'autres sujets, par exemple sur l'intelligence artificielle, là, l'écosystème européen dit attention, il ne faudrait pas non plus trop nous gêner. Ça dépend, là encore, si on dans nos établit croissances. des seuils. Si on établit des seuils à partir duquel une société qui va développer une activité ou un service, et ça sera surtout vrai, il faut le rappeler, des mêmes usual suspects du cloud, puisque ce sera des services Exactement. accolés à leur service de cloud. Donc par définition, si effectivement on ne vise qu'intelligemment, c'est ce qu'on appelle faire des lois ad hoc, si on vise intelligemment, comme ça a été le cas pour le DSA et le DMA, historiquement, je rappellerai que le droit antitrust porte ce nom parce que Standard Oil était un corporate trust. Donc c'était Bon, alors, une loi il y a- pour une société. Il y a aussi des entreprises et des associations et des clubs de la cybersécurité comme le Clusif qui décident de partir Oui. de la plateforme X. Quelle est la position du SIGREF, tiens, par exemple Oh, Off. on utilise Twitter pour une communauté qui et pour lui présenter les publications que l'on a sur notre site. Vos adhérents l'utilisent beaucoup. Bon, Oui, mais et en même temps, Si, en termes d'image, moi, je de suis marketing. convaincu que si, je vous le redis, Ça si change Twitter, rien, ouais. ça ne changera pas grand-chose. Twitter, ça agite beaucoup les esprits, mais c'est très momentané. Regardez, en une semaine, on oublierait Twitter si... Et si et on le avait- modèle, alors parce qu'on n'a plus que quelques secondes finalement, le modèle payant chez X, ça Ah, mais vous moi, semble intéressant Je serais ravi parce que je pense que l'un des problèmes de ces plateformes en termes de dérive vers les propos de haine, vers l'amplification effectivement des rumeurs, du complotisme, etc., est lié au fait qu'il n'y a pas de tarif d'entrée. Et que donc des robots peuvent s'y inscrire massivement Absolument. par millions. Ça, c'est vrai. Et donc, si l'on avait un seuil d'entrée économique, je pense que la contagion à laquelle on assiste massivement en ce moment en termes de désinformation russe, chinoise et d'autres, et d'extrémistes, serait considérablement limitée. Et pour beaucoup de gens, laisser son numéro de carte bleue sur le site pour aller dire des insanités, Ce serait pas... je pense que... Oui, Ça peut être effectif le mot de la fin si on pour a effectivement mettre une le transparence algorithmique qui permet Absolument. aussi d'avoir Absolument. une modération. C'est assez efficace et exceptionnel, raisonnable. mais c'est l'avocat qui a pu le moins s'exprimer autour de cette table. Ah, Merci vous êtes forte beaucoup, partie. Éric Forte Le partie. Quélénec, avocat associé spécialiste droit numérique chez Simon Simons, Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique et Henri Dagrin, délégué général du SIGREF. C'était Smart Tech, merci de nous suivre.